Lâche ça. À partir de maintenant, je vais lire le virgule. Voilà. Je peux répéter. Parle bien de virgule. Parle bien de virgule. Ça va te m'aider à faire ça. Parle bien. Allez, ça part en podcast. Chers amis, je suis Molly et je suis ravie de vous présenter le premier numéro de l'émission du Club Radio du Collège Françoise Héritier. Au programme, nous allons écouter la chronique écologique de Théo, le billet d'humour de Paulina, la chronique politique de Yuri et Adam et Isra et Lisa ont interviewé un professeur. Vous saurez lequel en fin d'émission. Quant à moi, j'aurai la chance de vous présenter mon livre coup de cœur. Mais, vous sentez cette bonne odeur de 4 quarts? Maintenant, vous allez écouter les délices de Lisa. Salut les amis, aujourd'hui je vais vous apprendre à cuisiner un 4 quarts facile à faire, parfait si vous êtes pressé ou si vous cuisinez avec un enfant. Si ça vous intéresse, prenez un stylo, je vais d'abord lister les ingrédients. Pour 6 personnes, vous allez avoir besoin de 140 g de farine, 140 g de beurre, 140 g de sucre en poudre, 3 œufs, un demi-paquet de levure chimique, du beurre pour le moule et une pincée de sel. Première étape. Préchauffez votre four à 180 degrés et faites fondre le beurre. Deuxième étape. Cassez et mélangez les œufs dans un saladier. Attention aux coquilles, puis ajoutez le sucre, la farine, la levure chimique et enfin la petite pincée de sel. Mélangez. Rajoutez le beurre fondu et mélangez de façon bien homogène, ce qui veut dire sans grumeaux. La troisième étape est facultative. Pour ajouter un peu de goût, zestez un citron et ajoutez au mélange. Quatrième et dernière étape. Beurrez votre moule et enfournez 40 minutes. Bon appétit! Chers auditeurs, si vous testez la recette chez vous, vous nous en direz des nouvelles, on voudrait bien savoir. Bon, c'est pas tout, on va parler écologie. Et grâce à Théo, on va prendre un grand bol d'air. Salut tout le monde! Aujourd'hui, dans l'écho du coin, on va parler de la réserve naturelle des dunes marchandes. Ça se trouve au nord de la France, entre Dunkerque et la Belgique. Cette réserve naturelle compte 337 espèces de plantes comme l'oïa piquante, le roseau, le frêne, l'orne ou l'argousier. Et oui, on y retrouve également 162 espèces animales, comme le crapaud calamite ou le magnifique triton crété. Mais ce n'est pas tout. Elle abrite aussi 140 espèces d'oiseaux, dont 315 nicheurs comme le pic vert, le pinson du Nord et bien d'autres. Et alors, me direz-vous? Eh bien ici, comme ailleurs dans le monde, survient le dérèglement climatique. La mer monte et menace les dunes. Le climat change et les animaux en souffrent. Parfois, ils sont obligés de partir. Mais gardons espoir, car rien n'est perdu. Enfin, à vous de me le dire. Je dois vous raconter quelque chose. En 1974, un ambitieux projet immobilier menace de métamorphoser ce trésor écologique en un champ de béton sans vie. Alors, face à cette menace, des associations locales, des citoyens engagés se sont unis dans le même effort pour protester et protéger ce patrimoine naturel. Et ça a porté ses fruits, car le 11 décembre 1974, 20 hectares sont classés réserve naturelle. Aujourd'hui, en 2025, la réserve s'étend à 133 hectares. Cette histoire de la réserve des dunes marchandes est le témoin qu'il est possible de protéger la nature. Alors, ne baissons pas les bras. Tu l'as bien dit. Bien dit. Mais si on n'a pas de bras, on fait comment? Bon, je me présente. Je suis Marie-Jeanne Fleur de la Cour, 3e du nom. Jeune et belle retraitée. Et je vais vous dire, monsieur Théo, ce que je pense de votre chronique. Mais bien sûr. Alors déjà, vous ne pensez pas aux personnes sans bras, mais vous ne pensez pas non plus aux personnes démunies d'habitation. Mon voisin Franklin Saint-Michel, par exemple, pas plus tard qu'hier, il a fait cramer son logement en 20 pièces en mettant à cuire des sushis.
Non, mais attendez, Marie-Jeanne Fleur de la Cour, 3e du nom, ça se cuit pas les sushis. Mais mon voisin Franklin Saint-Michel n'est pas un ça, voyons. Il ne mange pas de poisson cru. Bon, revenons à l'essentiel. Je disais, vous vous préoccupez de l'habitat d'un crapaud kélémite ou d'un triton craté ou crité, mais pas des personnes. Donc, pour récapituler, Monsieur Théo, vous vous en fichez des personnes sans logement et des personnes sans bras? Non mais franchement. Alors, à tous ceux qui ont des bras, venez rénover l'appartement de mon voisin Franklin Saint-Michel, dont la vie est compliquée car il a dû s'exiler dans sa maison secondaire en Californie. Le pauvre n'a même pas de vue sur la mer. Et voilà, c'était l'humour vert de Paulina. Enfin, pas très vert, hein. Vous entendez? Les zincs de la politique nous appellent. On retrouve Yuri et Adam au Café du Coin. Salut, ça va Adam? Super, et toi Yuri? Ouais, très bien, quoi de neuf? Là, je viens d'apprendre un truc de dingue. Ouais. Comme je sais que tu t'intéresses à la géopo, je voulais te le raconter. Oui, dis-moi tout. Tu sais qu'on fait partie de la Gen Z. Oui, on est né en 2011. Et du coup? Tu sais qu'on n'est pas la Gen Z qui s'est retournée contre certaines réformes. Ça fait déjà longtemps que le gouvernement est complètement corrompu. En gros, c'était la goutte de trop sur un vase déjà bien rempli. Ouais, j'en ai entendu parler vaguement. Ça m'a rappelé ce qui s'était passé à Hong Kong en 2019. Moi aussi, j'en avais entendu parler à l'époque, mais honnêtement, je vois pas trop le lien entre ce qui s'est passé à Hong Kong et au Népal récemment. Une diabolo, s'il vous plaît. Je comprends ce que tu veux dire, mais je pense que tu as oublié un élément principal, voire même deux. Ce que je veux dire, c'est que dans ces deux cas, on a un gouvernement qui n'écoute pas son peuple, et dans ces deux cas, on a la Gen Z qui se retourne et renverse le vase. Est-ce que toi, demain, tu serais prêt à aller dans la rue, dresser des barricades et brûler le Parlement parce qu'il a suspendu 26 plateformes de réseaux sociaux? C'est justement la question à laquelle ont dû répondre les Hongkongais. Mais c'est pas la même chose, si je me rappelle bien. C'est par rapport au contrôle grandissant de la Chine sur Hong Kong. Mais si, car dans les deux cas, ils se battent dans la rue contre un État corrompu. Attends Adam, il y a mon pote hongkongais qui habite au Népal, je dois lui répondre vite. Bye. Bye. Maintenant, vous allez écouter Nouvelle tête au collège. Bonjour à tous, bonjour Monsieur Lichou de Angélis. Aujourd'hui nous avons un invité très spécial qui est du coup Monsieur Lichou de Angélis. Alors on va vous poser des séries de questions. Alors déjà ma première question est, depuis quand de temps enseignez-vous? Alors ça doit faire au total environ 4 ans, mais avec beaucoup d'intermittences. D'accord. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors en quelques mots, donc je suis arrivé cette année, je suis Monsieur Lichou de Angélis, je suis le professeur principal des 6e 4 et j'ai sous ma responsabilité des classes de 5e et de 6e. Quelle matière enseignez-vous au collège? Donc le français et aussi un peu d'italien en plus. Comment s'est passée votre rentrée? Très bien, j'ai été très bien accueilli par l'ensemble de l'équipe. Donc les professeurs, eux, ont une pré-rentrée spéciale, durant laquelle j'ai fait la connaissance de toute l'équipe, aussi bien administrative que professorale. Et je me suis, je dois le dire très honnêtement, très bien senti immédiatement. Super, alors quelles sont vos premières impressions au collège? Dès que vous êtes venu, vos impressions? Alors, premières impressions, donc moi j'étais venu en métro puis à pied, donc j'étais descendu, je me souviens avoir vraiment vu Noisy-le-Sec du haut. Et je suis arrivé près du collège, j'étais déjà venu en repérage une seule fois, donc j'avais vu les bâtiments, j'avais vu qu'ils étaient neufs, ça m'avait inspiré confiance. Et ensuite, en pénétrant dans l'établissement, j'ai vu que tout était neuf, tout était bien entretenu, et ça m'a vraiment donné une impression qui était très favorable dès le début. Et aussi le CCC, je l'ai trouvé très impressionnant. Y a-t-il quelque chose dont vous auriez besoin pour mieux vous installer? Oula, alors j'ai pas pensé du tout à cette question, de quoi aurais-je besoin? Rêvons une salle, j'ai déjà une salle qui m'est fixe, mais ce serait plutôt à moi d'apporter des choses dans cette salle de façon à ce que je puisse me l'approprier davantage, parce que pour l'instant elle est très impersonnelle, pas très accueillante, mais ça viendra avec le temps. J'imagine. Qu'est-ce que vous avez donné envie d'enseigner dans les collèges ou le français en général? Alors, le français en général, moi j'ai fait des études de littérature, à la fois en lettres modernes, donc littérature française et littérature italienne. Ensuite, j'ai fait de la littérature comparée, donc là on compare plusieurs types de littérature. Bon, en l'occurrence, c'était mes deux passions précitées et la littérature brésilienne. Et quand on fait des études littéraires, il n'y a pas beaucoup de métiers facilement accessibles directement après un master.
Voilà, il y a les métiers de la culture, il y a les métiers de la communication. Ce sont des choses que j'ai testées, mais qui ne m'ont pas beaucoup plu. Et en fait, je suis revenu à mes premières amours, l'enseignement, que j'avais commencé en 2018, donc c'est il y a quand même quelques années. Et j'ai d'abord enseigné auprès de publics qui étaient non francophones, à l'étranger. Et ça me plaisait beaucoup. J'hésitais ensuite, par la suite, à passer le concours en France, puisque passer le concours, étant fonctionnaire, ça implique une mobilité qu'on ne choisit pas. Je rentre pas dans les détails, mais voilà, ça a quelques désavantages. Mais voilà, disons que mon appétit pour l'enseignement a primé sur les quelques réticences que j'avais au niveau administratif, et je ne regrette rien. Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier en tant que professeur ? Ce que je préfère, alors, dans l'absolu, c'est partager des textes qui, moi, me touchent énormément. Et je trouve que les programmes de 6e et de 5e correspondent vraiment, moi, à mes goûts. En 5e, on fait la littérature médiévale, j'adore ça. 6e, on fait beaucoup de textes antiques, que j'adore. Donc ça, j'aime les partager. J'aime partager mon enthousiasme auprès des élèves. Parfois, mon enthousiasme n'est pas communicatif. Sinon, tout simplement, comme beaucoup de professeurs, j'aime voir les élèves progresser au gré des conseils que je leur prodigue, mais aussi de leurs interactions entre élèves, interpersonnelles, qui les font grandir. Ça, c'est beau de voir ça. C'est vraiment touchant. Avez-vous déjà enseigné dans un autre pays ou une autre ville ? Donc oui, j'ai enseigné 3 ans au total, donc 1 an en Italie, à Florence, et 2 ans, enfin presque 2 ans, au Brésil, où j'étais à Rio, donc à l'université, puis dans un lycée français. Petite question, si vous pouviez supprimer une règle d'orthographe, laquelle choisiriez-vous ? Oui, l'accord du participe passé là avec avoir, quand il y a le COD antéposé, on s'en fiche, on peut supprimer. Quelle est votre citation ou proverbe préféré en français ? Non, ça sera pas en français, ça sera en italien, j'en ai parlé avec les collègues juste avant. Donc la traduction c'est « Entre le dire et le faire, il y a la mer », ça veut dire il y a comment on dit en français ? Il y a loin de la coupe aux lèvres, c'est pas ça, c'est un truc du genre, je crois. Bon, bref, ça veut dire que entre nos aspirations et nos réalisations, il y a de l'espace. Et en italien, ça se dit tra il dire e il fare c'è il mare. Entre le dire et le faire, il y a la mer. Je trouve ça très beau. Quel est votre livre préféré en français ? La recherche du temps perdu, Proust. Préférez-vous la poésie, le théâtre ou le roman ? Moi, personnellement, c'est le théâtre. Je déteste lire du théâtre, mais j'aime regarder du théâtre. Mais en fait, je n'arrive pas à lire du théâtre, c'est très compliqué, mais c'est un de mes grands complexes. Je crois que dans l'absolu, je préfère la poésie, mais en pratique, ce qui m'accompagne tous les jours, c'est le roman. Et La recherche du temps perdu, c'est un énorme roman. Pouvez-vous nous dire une phrase en italien ? Alors, je vous en ai dit une, je peux en dire une autre. Je peux vi posso consigliare di approfittare della quella vostra età di adolescenti per imparare il più possibile e notevolmente le lingue, perché a quella vostra età che si possono imparare le lingue, inclusa quella francese ovviamente. Merci d'avoir été présent aujourd'hui. Merci à vous. Pour ceux qui n'ont pas la chance de comprendre l'italien, voici ce qu'a dit Monsieur Lichou de Angelis. Il nous conseille de profiter de notre âge pour apprendre des langues, car c'est à notre âge qu'on apprend le mieux. Chers amis, avant de se quitter, voici la chronique littéraire qui, je l'espère, vous donnera envie de vous plonger dans un univers qui vous fera démarrer l'année en douceur. La série Mémoire de la forêt a été écrite par Michael Brun-Arnaud et illustrée par Sanoé. Pour l'instant, il y a 5 tomes. Ces histoires se déroulent dans une forêt merveilleuse, peuplée de petits animaux. Renards, blaireaux, taupes, souris, loups et bien d'autres encore. Dans ces livres, les animaux prennent notre place en s'habillant, en vivant dans de petites maisons naturelles, des librairies, en ayant même un métier, ou tout simplement en parlant. Archibald, par exemple, est un renard libraire, timide et toujours prêt à aider ses amis. C'est le personnage principal de ses mémoires. Dès les premières pages, on est transporté dans les aventures magiques d'un univers sans frontières où on peut ressentir de la joie et même de l'émerveillement face à ces récits bouleversants et touchants dans lesquels on accompagne les animaux. On peut aussi ressentir de la tristesse à la place des personnages, de la colère et surtout l'envie grandissante à chaque page de lire la suite des Mémoires de la forêt. Pour tout ça, je vous conseille vivement ces lectures.
J'espère que vous avez aimé ce podcast. À la prochaine pour un nouveau Ça part en podcast. Salut tout le monde! Bon courage tout le monde. Ciao. À bientôt. До свидания. Allez, ciao! À bientôt les auditeurs. Bye!